Le thème aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, et l'intelligence artificielle. Je remercie Saïd Sitoshi pour avoir répondu à notre invitation. C'est Abidou Foukak. Merci beaucoup. C'est Orda. Lino Bako, il arrive incessamment, il est en train de stationner. Je le remercie infiniment pour avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi. On est peu nombreux, mais il y a la qualité. On est peu nombreux, mais il y a la qualité. Et je ne serai pas long. Je donne la parole au Saïd. Je remercie le Racine Université pour la personne son président et la commission sport et culture pour la personne des services de Cali. Nous avons permis de débattre un sujet et en principe, comme je l'ai dit, si vous traitez dans le cadre d'une université, ça doit prendre au moins 3 jours. Mais on va essayer de travailler. Je vous présente les excuses aussi, Mohamed Laroussi, qui devait être parmi nous, mais il a été appelé à une mission officielle. Et Oussada Mazali, qui s'est absenté pour des raisons personnelles. Et il est remplacé par notre illustre professeur Sitoukak et Marhaba si Oussada Ouada Abdelza, dans l'attente de Lino Bako, qui est habitué au 3e mi-temps d'hier. Il est habitué au 3e mi-temps. Je n'ai pas trouvé mieux d'ouvrir ce débat qu'un extrait du discours de Sa Majesté le Roi à l'occasion de l'ouverture de la législature du 14 octobre 2016. Je cite: l'administration électronique, je vois notre grand Lino Bako. Le Duc. La pluie, l'embouteillage. Donc je vous disais que je n'ai pas trouvé mieux qu'un discours, un extrait du discours de Sa Majesté, à l'occasion de l'ouverture de la législature du 14 octobre 2016. Je cite: l'administration électronique doit être généralisée selon une approche intégrée, permettant aux différents départements l'accès commun aux informations. De fait, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information contribue à faciliter l'accès dans les plus brefs délais du citoyen aux prestations, sans qu'il soit nécessaire de se déplacer souvent à l'administration et s'y frotter. Car c'est là la cause principale de l'extension des phénomènes de corruption et du trafic d'influence. Quand la plus haute autorité de l'État reconnaît les défaillances et les faiblesses de l'administration dans ses contacts avec le citoyen et qui reconnaît l'importance de cette évolution technologique qui est irrémédiable, qui touche le monde entier, qui touche toutes les facettes de notre vie au quotidien. Seulement, dans quelle mesure l'administration marocaine s'était préparée à cette évolution? Il y a eu d'abord l'élaboration de la stratégie nationale des technologies d'information, puis l'élaboration en 2013 du Maroc numérique, puis en 2020 du Maroc digital. Bien sûr, on a corroboré tout ça par la création d'un ministère dédié, à savoir le ministère de la transition numérique et de la réforme de l'administration, et la création de l'agence du développement digital en 2017. La législation aussi a suivi par 2 lois principales, le Daïr du 31-13 relatif au droit d'accès à l'information et le Daïr 55-19 relatif à la simplification des procédures et formalités administratives. D'où la création des plateformes Chefafia.ma, le donc
شكايات بوان ام ا لقيت يمكن شي جوج الناس داروا شكايات فيها من نهار تحلات. رخص بوان ام ا il fonctionne bien. Et Idarati بوان ام ا qui vous donne la situation des différentes administrations et départements ministériels. Seulement, il faut qu'on distingue dans notre démarche, et c'est là qu'on commence à faire beaucoup de confusion entre la numérisation, la dématérialisation et l'intelligence artificielle. La numérisation et la digitalisation, on peut le faire. Et ça a commencé par la demande de certains documents qu'on paye, etc. Mais l'intelligence artificielle, avons-nous la souveraineté nécessaire en tant que pays en voie de développement, de développer notre propre intelligence artificielle? Si on se contente, comme le font plusieurs États, à être des sous-traitants des grandes puissances, à savoir principalement les États-Unis et la Chine, on est loin d'avoir une intelligence artificielle nationale. Le développement aussi de cette numérisation et de cette digitalisation, est-ce qu'elle profite à tous les Marocains? Est-ce que tout le monde sait s'en servir? D'où le risque, à mon avis, qu'il y aurait encore une fracture numérique qui va s'ajouter à la fracture sociale, la fracture économique. Il faut faire gaffe. Ne ratons pas cette évolution technologique, comme on l'a fait quand on a raté la révolution industrielle. Et nous sommes en train de payer jusqu'à maintenant cette erreur historique, monumentale. Comme je vous ai dit, traiter d'une telle thématique, ça nécessite au moins 3 ou 4 jours dans une université. Mais on va essayer de piquer 3 ou 4 sujets très importants qui peuvent intéresser l'audience, à savoir, dans un premier temps, l'intervention de Siwada, les médias sociaux entre liberté d'expression et protection des utilisateurs, notre cher Nino Bako, qui nous traite d'un sujet qui est vraiment d'actualité, après tout ce qui s'est passé dans le domaine de la presse, etc. Comment l'IA peut-elle changer le métier de journaliste? Vous pouvez même dire aider le métier de journaliste dans un premier temps, avant de changer. Et notre cher professeur Foucault, qui a remplacé Maître Mazali, il va nous parler du droit, du passe-droit en matière du numérique. L'état du droit, tu as bien noté l'état du passe-droit, tu as changé. Donc l'état du passe-droit, tu vas assumer ce changement. Parce qu'au principe, c'est l'état de droit et le passe-droit. Je préfère. Quand tu dis un état de passe-droit, c'est que tu reconnais que notre état fait des passe-droits. Vous avez parlé de la corruption et de la transparence. Sans plus tarder, je passe la parole à Siwada pour nous parler des rôles et des problèmes de ces réseaux sociaux, principalement sur notre jeunesse. À toi, Siwada. Merci, Monsieur le Président. شكرا الحضور الكريم على تلبية الدعوة. العنوان ديال المداخلة ديالي بالعربية بالفرنسية. Si vous ne voyez pas d'inconvénient. Les médias sociaux ont liberté d'expression et protection des utilisateurs ou des internautes. مدخل préambule. عرفت وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة تطورا وتوسعا غير مسبوقين، كما أن انتشار ديالها ساهم فيما يمكن أن نسميه الديمقراطية الرقمية.
إلا كان شي فضاء أو شي منطقة من العالم اللي فيها الديمقراطية، الشكل المتعارف عليه هي هذا المجال وهذا الفضاء، لأنه يتساوى فيه جميع الفئات العمرية وجميع الشرائح الاجتماعية. Toutes les couches sociales et toutes les catégories d'âge ont accès avec une grande facilité les réseaux sociaux. تستعملها بطبيعة الحال جميع المناحي ديالنا أصبحت لا مفر منها. وكباقي بلدان المعمور يعرف المغرب شيوع عدة منصات وكثرة التطبيقات والحسابات الرقمية وتزايد أنواع المستعملين من مؤثرين ce qu'on appelle les influenceurs ومن صانعي المحتويات les créateurs de contenu. لنجد أنفسنا أمام واحد الكم هائل من المعطيات والمنشورات لا حصر لها ولا نهاية، يتداخل فيها الصالح بالطالح والمفيد مع الرديء. وأمام غياب معايير وضوابط تؤثر وتنظم استعمال الوسائط الاجتماعية تعرف الساحة المغربية فراغ. وأنا عندما أقول الساحة المغربية كتعرف فراغ يعني كنقصد ما كاينش واحد النص أو نصوص قانونية تقنن هذا المجال بمختلف تسمياته، السوشيال ميديا أو الفضاء الرقمي والفضاء الافتراضي إلى آخره من النعوت التي نعرفها جميعا. هذا الفراغ أصبح كيستغلوه بعض الأفراد والجماعات ترويج الأخبار الكاذبة الفيك نيوز، وبعض الأحيان استغلاله وتوظيف الإساءة إلى بعض الناس والمس بالأعراض ديالهم والسمعة ديالهم والمكانة ديالهم. هذه الجوانب الإيجابية السلبية عفوا. الجوانب الإيجابية ما غاديش ندخلوا عليها. لو كوتي بوزيتيف ديال لي سوشيال ميديا اون فا لو ليسي دو كوتي. هذه المرة غادي نشوفوا النصف الغير مملوءة من الكأس. الجوانب الإيجابية ما ندخلوش عليها، كنركزوا على الجوانب السلبية بطبيعة الحال هي اللي خالقة إشكال. إن هذا الأمر وهذا الشيوع ماشي غير عندنا في البلدان تقريبا كلها، أدى في بعض البلدان إلى محاولات التقنين، وكاين اللي جاءت لا ليجيسلاسيون والمشرع ديالها ساق بعض الضوابط القانونية. على سبيل المثال كاين محاولات ديال مصر، ديال الإمارات، ربما ديال إيران مع شي شوية ديال التحفظ. الهدف هو تقطير وتقنين استعمال هذه الوسائط، وذلك بوضع تشريعات خاصة بها. الهدف منها هو حماية المستهلكين. دابا بحال إلا عندنا واحد جوج ديال الأطراف، عندنا المنتجين ديال المادة وعندنا المستهلكين أو لي زانترنوت أو لي ريسيبتور أو ولا سيما الأطفال والمراهقين. غير أن هذا الوضع ولد مجموعة من النقاشات وردود الفعل جديرة بالطرح بطبيعة الحال والتداول. Donc ça suscite de grands débats bien sûr, parce que nous sommes devant une équation qui n'est pas facile à résoudre. Comment garantir la liberté d'expression des individus et des groupes, et en même temps protéger contre le dérapage utilisé par d'autres malveillants. من هذا المنطلق ووعيا منا بما تشكله هذه المنصات والوسائط لبعض الأفراد والجماعات من استغلال سيء للإمكانيات والتقنيات السهلة والمتاحة وتوظيفها بنشر التافه والمبتذل أو إلحاق الضرر لبعض الناس أو الإساءة إلى قيم المجتمع الأصيلة. يتحتم علينا
البحث عن الحلول الممكنة لوضع حد لهذه الممارسات المنحرفة، وفي نفس الآن الاستفادة من الجوانب الإيجابية لمختلف الوسائل الاجتماعية. À partir de maintenant, tu peux compter. Oh non. 15 minutes chacun, s'il vous plaît. Si je dépasse 10 minutes, après, tu peux m'arrêter. هذا السياق, هذا le contexte, je vous invite à suivre avec moi 4 cas, sinon 5, j'appellerai acte 1, acte 2, etc. Bon, le premier acte هو الحالة الأولى هو عندنا العنوانين: حماية الطفولة في الفضاء الرقمي، التجربة المغربية على ضوء المعايير الدولية. هذا واحد طالب صحفي il a soutenu son doctorat يلاه في الشهر اللي داز لو 25 نوفمبر تحت هذا العنوان. هذا الصحفي ملي كنقول صحفي دار لا تيز دو دكتوراه لهذا العنوان، يعني راه معنا بعض الصحفيين الدور ديال الصحفيين كنعرفوه نقل الاخبار، المساهمه في تحقيقات، في واحد العدد ديال الاشغال ديالهم والمهنه ديالهم اليوميه التي تسمى مهنه المتاعب، كيساهموا من جهه في تشكيل الراي العام، وبعض الاحيان من خلال منشورات ديالهم تيعكسوا ما يقع في الراي العام. هذا الصحفي اللي كيدير لا تيز ديالو حول هذا الموضوع يعني ان هذه الظاهره راها ماشي محدوده، وصبحات خصنا نسميوها ظاهره انفليو، وكانت غير بعض الحالات شاذه متناثره بارسي بارلا. بون اون بو فيغ افيك نديرو سي دي اكسبسيون، والشاذ هو الشاذ لا يقاس عليه، ولكن مادام وصلات الناس كيديروا فيها دي تيز دو دكتوراه يعني راه اصبح سينيال دالارم. هذا الصحفي من بين ما قال: نحن امام جيل ولد خلال طفره الاتصال الرقمي، جيل فتح عيونه على ما انتجته الثوره الرقميه من امكانيات هائله مما خلق تحديات عديده، فهذا التحدي اصبح محل اهتمام وقلق في عده دول في العالم، وقد صدرت اتفاقيات دوليه ونصوص تشريعيه وسياسات واستراتيجيات لحمايه الاطفال من هذه التهديدات. وبما ان التحديات متشابهه فان الهاجس اصبح عالميا ولا يخص المغرب وحده. ويقترح الصحفي في النهايه ديال لاكيز ديالو كيقترح على المتتبعين وعلى السلطات جوج ديال الحوايج، واحد فيهم اما النموذج الاسترالي، وهذا النموذج الاسترالي كياخذ هيئه على شكل هيئه اللي عندنا احنا ديال الاتصال السمعي البصري، وتيوكلها الاشراف على مراقبه المحتوى والتدخل لحذف السيء منه. هذا السيناريو الاول اللي كيقترح بما ناخذوا هذه الصيغه ونكلفوا الهيئه العليا للسمع البصري هذه المهمه، او نمشيو النموذج اللي فيه الاغلبيه ديال لي بي اوروبيان qui se base sur les associations et les organisations non gouvernementales من أجل تنسيق الجهود ديالها والتحسيس والتوعية. هذو من جوج اقتراحات اللي كتجي في النهاية ديال هاد لاتيز. الحالة الثانية أكت 2 تحت عنوان بين الردع والتربية الرقمية. أنا تعمدت ناخذ بعض الأمثلة حديثة، لذلك لاتيز كانت غير نهار 25 بين قوسين بعض الصحفيين معنا دا عبد الحق الشقاق بلش كاع هو اللي دار لاتيز الدكتوراه ديالو لو 25 نوفمبر. لو 23 نوفمبر تحت بدعوة من مجموعة من الأفراد والجيران والجمعيات تم رفع دعوة
بواحد ارتكاب كيسابيل مولينكس، تم اعتقال ديالو من مراكش وتم إعادته إلى طنجة، وهو متابع بالتهمة الخطيرة التالية. غادي نقراها باش ما نغلطش في التهمة، تابعوا معايا. تحريض القاصرين على ممارسة البغاء والإخلال بالحياة العامة. هذه هي التهمة باش متابع صاحبنا مولينكس. ولينا في هذه الأسماء، ها طوطو، ها مولينكس، ها الخاسر، ها الباسل، حتى الاسم راه عنده دلالة ديالو. إنها تهم ثقيلة، وهذه التهمة راه كتدخل علاش؟ حيت ما عندناش واحد القانون خاص بهذا المجال اللي كنتكلموا عليه. كنوليو نلجؤوا لشي قوانين أخرى، إما ميوت القانون أو التجار في البشر، قانون 27/14. هذه تهمة خطيرة. شنو اللي كيترتب عليها؟ السجن من 20 إلى 30 سنة، زائد غرامة من 200,000 درهم حتى 2 مليون درهم. هذه الجريمة إذا كانت ضد قاصر دون 18 سنة. هي الحالات الشائعة، لأن الأطفال مستهدفين بواحد الشكل قوي، وهذه الحالات ديال صاحبنا نطلق عليها. وإذا كانت الجريمة عابرة للحدود، فبالإضافة من 20 إلى 30 سنة، الغرامة من 2 مليون درهم حتى 6 مليون درهم، وهي الحالة ديال صاحبنا مولينكس. هنا كنبغي نبرز القوة ديال الزجر وديال العقوبات، سواء المادية أو السجنية، في حالة ارتكاب هذه الجرائم. الحالة الثالثة، عقد 3، جريمة صينية. هنا كنلاحظوا كلنا، وراه كان واحد المرة هنايا واحد الدكتور نسميه ما عندي كسر الواحد وجيه، وعندنا الدكتور الفريد، وعندنا اسماء كثيرة كيجيو كيدويو في الطب، كيدويو في الشعوذة، كيدويو في الكونسير، كيدويو في مورينغا، كيدويو في المخالق القاطونة، كيدويو في أنظمة التغذية، كيدويو في كل شيء. وما كاينش اللي يقول اللهم إن هذا منكر. اللي طبيب المجال ديالو راه معروف، اللي عنده شي مجال اخر تخصص ديالو راه معروف، كل واحد يكتفي بالخانه ديالو. الجريمه الصينيه فرضات على كل من يقدم محتوى رقمي، وخاصه في بعض المجالات الحساسه كالطب والتعليم، الشؤون القانونيه، وفي المجال ديال النقد والماليه. فرضات السلطات الصينيه على كل واحد كيبث شي محتوى متعلق بهذه المجالات والمجالات المثيره لها الحساسه، ان يحمل او يدلي بما يثبت بانه له باع او له تكوين في هذا المجال، من خلال شهادات الجامعيه أو تكوين متخصص أو خبرة مهنية. ما كاينش غير جي وإذا كدير بوست كاستات ودير واحد العدد من المناشير ومن التدوينات. الحالة الدنماركية، وهذه اللي شفت لها أنا لينو سيرتيفيكات. أعلنت الدنمارك عن مقترح قانون، مقترح ماشي قانون ساري المفعول مؤخرا، يمنح كل مواطن الملكية الكاملة لصورته وصوته وبيانات جسده. كيف ما كنقولوا حقوق طبع محفوظة، كما كنقولوا الحقوق الأدبية والفنية محفوظة، وهذا بلغ الأمر
الدنمارك إلى التفكير في تقنين بشكل نص قانوني كيحمي الملكية ديال الوجه ديال المواطن والبيانات الجسدية ديالو، الصورة والصوت وكذا. قدرات الذكاء الاصطناعي على تقليد البشر بدقة مذهلة، فقد استخدمت هذه التقنية كتسمى ديب فيكس، كياخدو واحد الإنسان كيدير شي عمل مشبوه، عمل سلبي، عمل منحرف، كياخدو واحد آخر بريء، الصورة ديالو، الصوت ديالو، بل حتى الحركات ديالو، وكيسندوها لواحد آخر اللي هو بريء، كما كنقولوا براءة من دم يوسف. استعملت هذه التقنية في النصب والاحتيال المالي وإنتاج محتويات إباحية، بل حتى تلاعب في الانتخابات. وتشير معطيات وبيانات الاتحاد الأوروبي أن المقاطع الزائفة التي تنتج عن الذكاء الاصطناعي تضاعف 15 مرة في ظرف 6 سنين، من 2019 لدابا تضاعف 15 مرة، مما جعل مسألة حماية الفكرية للأصوات والأشكال أي هوية رقمية أولوية تشريعية بامتياز. ويرى خبراء القانون الرقمي، الناس كنعرفوا شي حاجة سميتها قانون بهذه التسمية القانون الرقمي، أن هذا القانون سيكون بمثابة دستور إنساني للذكاء الاصطناعي، حيث سيعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والآلة في الفضاء الإلكتروني. بهذا تبعث الدنمارك برسالة واضحة مفادها أن الإنسان ليس مجرد بيانات رقمية قابلة للنسخ، بل كيان يستحق حماية قانونية لجوهره وهويته. ففي زمن يمكن فيه للذكاء الاصطناعي أن يخلق نسخة طبق الأصل لأي واحد منا، يصبح الدفاع عن هويتنا وأصالتنا واجبا وطنيا وإنسانيا. نشيد واختم أفكار نحو بناء مجتمع معرفي آمن. كاين واحد الجمعية سميتها أطيك، جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أسوسياسيون التحدي pour l'égalité et la citoyenneté، عملات على تأسيس واحد المرصد وطني خاص بهذا العنف، خاصة اللي كيتعرضوا ليه الفتيات والنساء، يسمى العنف الرقمي. إن السياق العام يطرح مخاوف متزايدة بسبب ارتفاع مؤشرات العنف الرقمي، وبفعل ما تعتبره الجمعية تباطؤا في مواكبة الوصف التشريعي الوطني. المغرب كيعرف تبارك الله السنوات الأخيرة عدة أوراش في عدة مجالات بما فيها المجال التشريعي. كتقول هذه الجمعية بأن هذا الأوراش اللي كاينة في المغرب، خاصة الورش التشريعي والقانوني، ما هذا الجانب ديال العنف الرقمي ما لقاش المكانة ديالو في هذا الزخم ديال هذا التشريعات اللي كنشتغلوا عليها. كما أن الأرقام ديال المندوبية السامية اللي تفقيت ديال 2024 كتقول بأن ما يزيد على 1.5 مليون مرأة مغربية تتعرض للعنف الرقمي. خلي العنف الأنواع ديالو الأخرى، وجايبة بعض الأرقام مزيان نطرقوا عليها وأنا نقرا قدامي وغادي نختم. وصل واحد الخلاصة اللي هي ما غاديش نقول غريبة، ولكن تغاير ولا تخلخل النظرة النمطية اللي عندنا وما نحمله من أفكار. كتقول بأن هذا
المركز ولا هذا المرصد الوطني دار واحد المركز ديال الاستقبال والاستماع للضحايا. 46% من هذه المعنفات عندهم مستوى جامعي، 25% من هذه المعنفات عندهم مستوى ثانوي، 13% عندهم مستوى إعدادي، 10% عندهم ابتدائي وما دون ذلك. شنو كيتبادر للذهن ديالنا؟ يمكن الوهلة الأولى كان كيتبادر لنا بأن قد ما كان المستوى نازل قد ما كاين التعرض للعنف. هنا هذه الأرقام كتعكس العكس. وشنو الجواب ديالها في رأيكم؟ كل واحد يحاول يدورها. جواب بسيط. ويعزى ذلك إلى كثافة استخدام الفئات المتعلمة للآليات والأدوات التكنولوجية الحديثة والهواتف الذكية. كلما طلع على المستوى التعليمي والاجتماعي بعض الشرائح ديال المجتمع قدم كي ينخرطوا وكي يجدوا في هذا الفضاء الافتراضي. واحد اللي غريب هو ان رغم الخطوره ديال هذا الشيء 79% لا تلجأ الى القضاء، ما كتمشيش تشكي اي دعوه ودير متابعه. كاين عوائق قانونيه وكاين الجانب وكاين معيقات قانونيه وبطبيعه الحال عوائق اجتماعيه وثقافيه. اهمها هو الخوف من الانتقام ومن التشهير ومن الاقصاء الاجتماعي. واخيرا وتاسيسا على ما سبق وضمانا لمواجهه فعاله لهذه الظاهره المتناميه، نرى انه لا بد من رؤيه شموليه استراتيجيه تنخرط فيها كل المؤسسات المعنيه ومنظمات المجتمع المدني لبناء منظومه حمايه رقميه متكامله تضمن فضاء الكترونيا امنا وخاليا من كل انواع الانحراف والتضليل والابتزاز. وبه وجه Mais le temps et les délais sont impartis. ما سخيناش بعد l'intervention ديالك qui rejoint en partie ma petite introduction dès le niveau d'instruction. C'est pour ça que moi je parle de fracture numérique. Plus les gens sont instruits, plus ils utilisent ces moyens de communication, plus que les autres non. Tu as donné l'exemple du Danemark. Il faut savoir que le Danemark, c'est l'un des pays les plus numérisés du monde, avec, je pense, un pourcentage de 98%. Donc, forcément, ils peuvent utiliser ces moyens-là pour s'attaquer à ces méfaits de cette évolution, sans oublier, ça c'est l'apparent dont tu as parlé, c'est de l'apparent. Mais le blacknet, qui est utilisé par les mafias et autres réseaux, apparent, donc ça va de la vente de drogue jusqu'au crime, et ça c'est vraiment des dangers. Tout le monde veut cette autorité mondiale de réglementation, mais jusqu'à maintenant, il n'existe pas. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer la parole à notre cher Lino Bako, qui nous parle d'un autre sujet, qui a trait à notre grande thématique, et qui est vraiment d'actualité. Comment l'IA peut-elle changer le métier de journaliste? À toi, mon ami. Je voulais dire d'abord, c'est journaliste. Qu'est-ce que le journalisme? Je ne sais pas si vous m'entendez là. Ouais. Oui. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Le journalisme, bon, récemment on m'a posé une question, on m'a dit est-ce que l'IA pourrait révolutionner ton travail? Comment elle peut-elle changer ton travail de journaliste? Alors j'ai dit, ben écoute, moi d'abord à mon âge je dois te dire que j'ai vécu déjà pas mal de révolutions. Parce que moi je suis journaliste, la génération avec deux outils,
un bloc-notes et un stylo. C'est tout. C'est tout ce que nous avions. Et chemin faisant, le petit enregistreur est arrivé, donc, le petit magnéto, on est arrivé. Et d'ailleurs, j'ai un très bon souvenir, j'ai une très belle photo avec Abdallah Kadiri, l'Arahmon. J'avais interviewé avant le tournoi Ben Omar. Et j'ai une photo où j'ai mon petit appareil là, et je suis là, et si Abdallah répond à mes questions. C'était déjà une première révolution, parce qu'avant on prenait les notes. Ensuite, ça a été le portable, Internet. Donc le journalisme déjà a subi toutes ces révolutions. Après, bon, ce que je dois dire, c'est qu'il y a deux types de journalisme. Il y a le journaliste d'avant et le journaliste d'aujourd'hui. Le journaliste d'avant, c'est un journaliste de proximité, où il y avait un rapport réel, très très rapproché entre ceux qui faisaient le sport, c'est-à-dire les institutions, les fédérations, les clubs, mais aussi les dirigeants, ceux qui organisaient les événements, et les journalistes. On était amis, confidents, conseillers, on était une même famille. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a une barrière. Il y a ceux qui font l'événement et il y a les journalistes. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a les attachés de presse. Voilà. Ensuite, comme dit le professeur, il y a les réseaux sociaux. Ils n'ont pas arrangé les choses. Parce que les réseaux sociaux, maintenant, les clubs, les fédérations, ils s'adressent directement à leurs millions de supporters, de fans. Et à la rigueur, ils disent, bon, on n'a pas besoin de toi, journaliste, pour être en contact avec nos fans. Alors qu'avant, lorsque le Raja voulait communiquer, lorsque le WAP voulait communiquer, ben on faisait une petite interview au président, au secrétaire général, et les supporters le lendemain, sur le matin du Sahara, ben, ils voyaient ce qu'ils pensaient les dirigeants, comment ils allaient préparer la prochaine saison, etc. etc. Aujourd'hui, non. Alors aujourd'hui, donc, le journaliste doit changer son fusil d'épaule et être un journalisme beaucoup plus de... Bon, il va continuer à informer, certes, mais ça va être un journaliste de réflexion. Et pas plus tard que cet après-midi, je parlais avec les amis du Matin du Sahara. Ils nous disaient que, évidemment, les tirages ne sont plus ce qu'ils sont, hein, les tirages de la presse marocaine, du quotidien. Il dit donc, on essaie d'avoir de plus en plus de papiers magazines, c'est-à-dire des papiers qui sont intemporels, c'est-à-dire que si vous achetez le Matin d'aujourd'hui, dans 3 jours, vous pouvez lire toujours un papier sur un papier qui concerne la culture, ou bien la gastronomie marocaine, ou n'importe quel autre sujet, ou une action sociale, etc. Donc, voilà. Et puis, hier, on était au Parlement, justement, il y avait une session, une rencontre pour qu'est-ce qu'on pouvait faire pour sauver le sport marocain, c'est-à-dire pour promouvoir le sport marocain. Donc, il y avait des amis qui étaient présents, tout ça. Et il y a un atelier dans lequel je faisais partie, on a parlé de la relation entre les journalistes et les institutions. Et je leur ai dit que finalement, il n'y a pas mieux que des journalistes pour être des interlocuteurs directs du Parlement, des députés. Pourquoi? Parce que d'abord, pourquoi notre sport ne marche pas? Parce qu'il y a une certaine loi, il y a la 3009, qui a, qu'on le veuille ou non, qui a perturbé, je ne dis pas tuer le sport marocain, mais qui l'a perturbé. Voilà. Et donc, c'est la balle de votre camp, c'est à vous donc justement de travailler, de l'amender, peut-être pas de la refaire, de repenser une loi sur le sport. Et en plus, je voyais que dans le débat, on était plusieurs associations de journalistes. Moi, j'appartiens à la MPS, la plus ancienne. Et c'est celle qui est légale, parce qu'en fait, elle dépend de la IPS. Et les journalistes, vous ne pouvez pas aller... la seule association qui accrédite les journalistes à une Coupe du Monde de football, à des Jeux Olympiques, etc., c'est la IPS. Bon, nous, on dit la démocratie, il y a 7-8 associations de journalistes, chacun part dans un sens là. Et ce qu'il faudrait, c'est créer une fédération qui est un seul interlocuteur. Et là, c'est des journalistes forts, une force de proposition, voilà, donc unis. Voilà. Alors ça, c'était pour vous situer un petit peu je dirais, le problème. Alors, en tant que journaliste, comment l'IA pourrait-elle changer mon métier?
Alors, est-ce qu'elle nous aide à analyser des données de match, à générer des contenus plus rapidement ou à repérer des tendances? Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que journaliste, l'intelligence artificielle change déjà notre métier en agissant justement comme disait Sirmet tout à l'heure, et au moins c'est peut aider. C'est-à-dire en tant qu'assistant pour certaines analyses de données ou des générations de contenu. Elle permet de gagner du temps, c'est sûr. Quand vous devez faire des recherches, par exemple, il y a la CAN qui commence dimanche, et vous dites, je voudrais rapidement avoir un historique de la Coupe d'Afrique. Vous pouvez le faire en allant en cherchant. Voilà, c'est facile, vous pouvez aller chez Google, etc., etc. Mais si vous donnez de bonnes informations à l'IA, elle va vous sortir toutes les 24 précédentes éditions à la queue leu, hop, tout de suite. La première au Soudan, la deuxième en Éthiopie, etc., avec les vainqueurs. Mais attention, elle se plante. Parce que moi, je l'ai fait récemment, justement, pour préparer mes équipes et elle se trompe parce que. Et là, je reviens aussi à un autre point très important qu'a dit Ahmed tout à l'heure. Il dit, est-ce qu'on veut une intelligence artificielle nationale? Et c'est vrai, parce qu'en fait, c'est la base de données. Tout découle d'une base de données. Si on a la data, si on n'a pas la data, on va continuer quoi? Vous allez demander à l'intelligence artificielle, je voudrais avoir un résumé du match Maroc-Guinée. Voilà. En mars 1976 à Addis Abeba. Ben moi j'ai posé la question. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ce qu'elle m'a dit, l'intelligence artificielle? 2 buts de Crimo. 2 buts de Mairie Crimo. C'est vrai. Alors, c'est-à-dire que il faut savoir utiliser l'intelligence artificielle parce qu'à tout moment vous devez vérifier. Sinon, voilà. Donc, ça peut vous débroussailler si vous voulez, ça peut vous aider au début. Et après c'est par exemple pour les journalistes sportifs, c'est un outil précieux pour identifier par exemple les schémas de jeu. Par exemple, vous pouvez poser la question à l'intelligence artificielle, vous lui dites maintenant bon, le football vous avez vu, il est de moins en moins spectaculaire, il y a de plus en plus de blocs bas, les gens ils font un autobus, 2 autobus derrière, et puis ça presse, la balle revient en arrière, ça joue en arrière, latéralement, etc. Vous dites à l'intelligence artificielle comment mettre en échec un bloc bas. Alors elle va vous donner 7, 8, 10 éléments, voilà, il faut faire comme ça, il faut jouer sur les ailes, il faut. Etc. Mais après, ça ne suffit pas. Parce que pour approfondir, dans ce cas-là, si vous voulez approfondir, vous dites comment, par exemple, une équipe comme Manchester City, sous la coupe de Guardiola, de Pep Guardiola, comment fait-elle pour mettre en échec un bloc bas? Donc elle va aller chercher dans le livre qu'a écrit Guardiola, et elle va être plus précise. Donc la data, c'est très important. Plus vous détaillez votre demande, et plus l'intelligence artificielle elle va savoir vous répondre. Après, l'intelligence artificielle, elle ne sait pas tout. Hein. Donc, c'est pas comme un Roumanoff, elle ne sait pas tout. Elle ne dit pas tout. En fait, si vous lui demandez Maroc-Comore, d'accord? Vous dites donnez-moi l'intelligence artificielle, donnez-moi le score de Maroc-Comore. Elle ne va pas vous le donner. Elle ne va jamais vous le donner, parce qu'elle est incapable de vous donner. Les algorithmes sont incapables de vous donner. Les algorithmes, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Le Maroc a 45% de chances de gagner, 22% ou 30% de possibilités de match nul et 10 ou 12% de victoire des Comores. Mais c'est tout. Donc il ne faut pas se dire aussi que l'intelligence artificielle va résoudre tous nos problèmes. Comment voit-on l'IA transformer la manière dont les fans consomment le contenu sportif? Alors là c'est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, avec l'intelligence artificielle, on peut capter les desiderata des auditeurs. À ma radio, par exemple, les auditeurs, on sait plus ou moins ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on leur parle beaucoup plus du Raja et du WAC que des roches noires, par exemple. Et donc, c'est en fonction de leur demande que nous, on peut leur créer des produits. On peut leur produire, par exemple, ou alors, par exemple,
je voyais ce matin, on avait beaucoup de messages qui arrivaient sur Hamdallah. Alors, et alors on vous demande, voilà. Et donc tout le monde, il est bon, il est pas bon, hein, il nous a sauvés, il nous a pas sauvés, c'est grâce à lui qu'on a gagné, etc., etc. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est envoyer faire un portrait de Hamdallah, des statistiques, voilà comment il a joué le match, voilà contre qui il a marqué, comment il marque, du gauche, de la tête, plus on sait ce que veulent nos auditeurs, ou plus l'intelligence artificielle peut vous aider à trouver les réponses. L'IA peut analyser des millions de commentaires sur les réseaux sociaux. Est-ce un outil que les médias utilisent pour prendre le pouls des supporters et orienter vos sujets, ou croyez-vous que ça standardise le débat? C'est sûr que finalement, quand on voit les réactions des fans sur les réseaux sociaux, sur une équipe ou sur un match, vous avez plusieurs avis, et après vous avez des avis qui ressortent en particulier par rapport à d'autres. Et là, comment l'intelligence artificielle va réagir? Ben, elle risque de réagir d'une façon standardisée. Parce que si on dit par exemple que Yamal est un joueur farfelu, qu'on le dise à Barcelone, ou qu'on le dise à Casa, ou qu'on le dise à New York, donc et si c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui va chercher, qui va demander à l'intelligence artificielle, ben, elle va répondre la même chose, qu'elle soit à gauche ou à droite, qu'elle soit n'importe où, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, en fonction du fait, ou du joueur, ou de l'action, ou d'un résultat, ou d'une performance. L'intelligence artificielle risque de standardiser les réponses. Donc, c'est-à-dire que si tous les médias se basaient sur les mêmes données, donc l'IA, pour choisir leur sujet, on risquerait de voir une uniformisation de la ligne éditoriale à l'échelle médiatique. Donc tout le monde parlerait de la même chose, mais surtout de la même manière. Voilà, c'est ça. Donc moi j'utiliserais l'IA comme un radar d'opinion, voilà, savoir un petit peu ce qui se passe, et une source d'inspiration, mais pas comme un rédacteur en chef. C'est-à-dire, c'est pas l'IA qui va remplacer mon rédacteur en chef. Donc ensuite, oui. Ah, ça y est, je suis arrivé? Non. David. Non. Shradani, Mazel. 5 minutes. 5 minutes, bon. Bon, il y a plein de choses. Il y a par exemple. Non, il n'y a pas de. C'est bon. Il y a la Coupe du Monde. En 2030, on va organiser la Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, il y a un fan qui parle ni le français ni l'arabe, hein, et puis il écoute les médias. Il est là, il est à Marrakech, ou il est à Tanger, à Casa. Il regarde la télé, il regarde Dezen, il regarde. Mais bon, il parle en français, il parle en arabe. Qu'est-ce qu'il peut faire pour comprendre? Il est passionné, il aime le foot, il voit des images de foot, mais il ne comprend pas. Ben, ça, c'est facile, aujourd'hui ça existe. Il y aura des applications qui seront liées aux médias, où lui peut avoir ça existe déjà, mais ça existe, c'est-à-dire pas en fonction du média, c'est-à-dire Le nom de la langue. voilà, en fonction de c'est payant, en fonction de la langue, voilà. Donc, et puis pour conclure, bon, qu'on le veuille ou non, le sport c'est quoi? C'est raconter de l'émotion et tout ça. Et je dis que seul un journaliste peut, je dirais, relater l'émotion comme on peut l'avoir dans un match, comme on peut l'avoir dans n'importe quel aspect, je dirais, de la vie de tous les jours. L'intelligence artificielle va vous faire un papier, je ne sais pas, par exemple, si on prend les malheureux événements de Safi, par exemple, l'intelligence artificielle, vous lui donnez les données, elle va vous faire un papier, mais elle ne saura jamais transmettre c'est vrai, la souffrance de ces gens, etc., de cette ville martyrisée, tout ça. C'est ça, donc la différence qu'il y a entre l'intelligence artificielle et le journaliste qui restera, je dirais, quand même assez indépendant.
Merci beaucoup, cher Lino. C'était succinct, mais très dense et instructif. Seulement, moi, je dois ajouter, quand on parle de l'IA, mais de quel IA s'agit-il? Il y a plusieurs IA. Celle dont tout le monde a accès, c'est la générative, donc c'est la simple. Pour les autres, c'est payant, hein, et les GAFAM ne nous donnent pas tout. Ne donne pas tout. Je suis parfaitement aussi d'accord avec toi quand tu dis que l'IA ne peut pas remplacer le journaliste, ne peut pas remplacer l'humain en général. La machine n'a pas de sentiment, donc... Mais c'est très important, les data, la data. La data, encore une fois, quand on parle d'intelligence artificielle chez nous au Maroc, tant qu'il y a de la data et de l'open data et le croisement d'informations, ça ne sert à rien de parler de l'IA. Merci beaucoup. Je passe la parole en insistant sur le temps imparti, cher ami. En insistant. Mais d'abord, on va donner la parole à ça tout à l'heure. Et numérique présente aussi des dangers avec le blacknet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut présenter un terreau fertile pour les mafias et pour tout ce qui est vente de produits prohibés, etc. Et qui est facilement accessible sur le net. On va savoir ce que dit la loi marocaine. La loi marocaine, en général, sur ces problèmes de la protection de la personne et des données personnelles, et c'est l'IA, hein, c'est le problème de l'IA, donc il faut abandonner ton écran et nous faire un exposé, cher ami. C'est les alliés de la machine. Non, mais ça marche bien. Moi, ça marche bien, donc tu peux y aller. Moi, je fais la queue. Tu peux y aller, j'insiste sur le temps imparti. Là, il y a des gens qui viennent. Là, 15 minutes chacun. S'il te plaît, parce qu'il y a des gens qui sont venus de Mohamedia, d'autres de Zakoïsa. Il faut qu'ils. Vous avez pris 5 minutes, donc j'en ai 15 minutes. Bien. 15 minutes. C'est mon cousin, c'est mon cousin. 15 minutes. Pas de passe-droit, parce qu'il va parler de passe-droit. D'accord. Alors là, qu'est-ce que le droit peut apporter? Micro. J'ai fait exprès de ne pas donner le micro. Ah ouais, Il ne marche pas. si, وطن غير فكاك Dans un feu d'artifice, j'ai minuté, donc 15 minutes. S'il n'y a pas de perturbation. Et il est perturbateur. Voilà, alors, la conférence que je présente en feu d'artifice, elle est co-autrice, c'est celle maître Nadia Mazani, que je partage avec elle, pour une raison simple, sa maman doit faire une opération chirurgicale. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Voilà, c'est ce que je souhaitais depuis tout à l'heure. Alors, ça fait partie des perturbations. Hein? Là, ça, c'est pas. allez. Alors, qu'est-ce que le droit ou la loi peut apporter au niveau des sociétés qu'on appelle numériques, les nouvelles sociétés numériques, dans le cadre des sociétés qui sont ludico-sportives. Voilà. Alors il y a une introduction, je fais en 3 minutes. Vous avez le droit international, qu'est-ce qu'il dit en le comparant avec le Maroc? L'IA, c'est un accélérateur, ce n'est pas un prévisionniste. Il faut le savoir, elle travaille sur le data. Je l'ai essayé tout à l'heure en prenant le DeepSeek des Chinois et je lui ai dit, parlez-moi de la révolution d'Tiananmen. Il m'a répondu, je ne suis pas autorisé à vous répondre. Clair. Parce qu'il est programmé pour ça. Donc ne vous faites pas, ne dites pas que ça va faire des prévisions. En tout cas, la liberté d'expression et la communication de type public, vous avez ici le droit d'auteur des cultures, c'est l'état de droit, et il y a ce qu'on appelle le passe-droit d'un certain nombre d'États. Passe-droit. Alors il y a le sport et les droits qui sont liés à la diffusion des images, il y a l'intelligence artificielle avec des données économiques, c'est ce que je vais vous parler, et puis il y a le cadre juridique marocain sur lequel on va insister, il y a un certain nombre de lois
qui sont très importantes, par exemple le sport, la culture, la communication, le numérique, l'IA, il faut ajouter aujourd'hui le 5G, et l'automatisation d'un certain nombre d'industries. Et la constitution marocaine, dans la version, qu'est-ce qu'elle dit de la communication? C'est très important. Ah, pardon. Il faut que j'appuie. Voilà, c'est le problème. C'est pas grave. Hein, je continue. Des flèches. Les recommandations qu'on peut faire de la communication d'un professeur qui s'appelle Adagan Amaseoglu, qui est un binational américo-turc qui est à Haïti, l'état de machin chouette de l'Institut qui est à Boston, et qui, lauréat du prix Nobel de 1924, donc a assisté à tous les Jeux olympiques, les Jeux du Qatar, et comment éviter pour lui les nouvelles sociétés à deux vitesses, car on va prendre un retard culturel et un décalage technologique. Et là, il y a le cadre. Est-ce que le Maroc doit certifier maintenant entre les fausses informations qu'on appelle les fake news et les deep news, qu'on les fabrique avec des outils qui sont très importants. La fake news ne peut pas faire de la deep fake qui est réelle. Et elle fait parler un certain nombre de gens. Et la conclusion, je prends 3 minutes, ça fait donc 15. Voilà. Alors, la conférence, comme je vous ai dit que je partage, elle pose la problématique de l'état de droit de l'information et le passe-droit de la désinformation dans des sociétés ludico-sportives. C'est vraiment... Oh là là, c'est brillant. Ludico-sportif face donc au numérique, face à l'intelligence artificielle, voire la 5G aujourd'hui. Que dit le droit, que dit la loi au niveau national et au niveau international? Eh bien, cette thématique d'actualité sportive, comme l'industrie économique d'une manière générale, qui est un marqueur iconographique du Royaume du Maroc, les enjeux du législateur et l'exécutif politique sur les nouvelles sociétés numériques et l'IA. Et cette problématique est à la fois sociétale et politique, est au centre de la plupart des débats nationaux et internationaux, et particulièrement au Maroc. Et ces débats sans doute sont liés à une conjoncture économique et juridique de l'industrie du sport. Et celle-ci ne fait que dévoiler les véritables problèmes que pose le prix Nobel de l'économie 2024 d'Aran Asideglu, qui est un Américain turc de l'université de Boston, qui consacre l'ensemble de ses travaux sur 4 points sur lesquels je reviendrai, mais il met l'accent pour ne pas avoir du retard, c'est l'intégration de la diaspora dans le sport et dans les autres métiers, et en particulier les parlements et le politique. Il y a une notion de d'abord, tout à l'heure je vous le montrerai, je n'ai pas la possibilité, mais je vous montrerai l'Afrique, c'est pratiquement plus de 85%, 90 jusqu'à 100% des joueurs qui sont binationaux. C'est l'Europe qui joue ici, dans l'Afrique. C'est l'Afrique qui joue en Europe. D'accord, mais ils ont la nationalité, ils ont resté le choix. Mais ici, nous n'avons pas d'école qui est capable de... Oui, mais ce n'est pas un problème, je vous montrerai le tableau d'une manière générale. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Et c'est le professeur Dagon qui pose le problème. Si vous ne voulez pas prendre le retard, il faut une intégration de type politique. Les Marocains, par exemple, ramènent 124 milliards de dirhams par an, 125 selon la Banque mondiale, et ils n'ont aucune représentation ni gouvernementale, ni parlementaire, ni ministérielle. C'est anormal, au niveau économique. Mais il y a également la diplomatie parallèle, et il y a ce que dit Dogon, c'est-à-dire on perd 3-4 points du PIB parce qu'on ne les intègre pas. Et là, c'est un passe-droit. L'article 17 de la Constitution marocaine reprend textuellement le texte de 1948 de l'ONU, où il dit que les gens doivent voter dans leur lieu de domicile. C'est écrit, vous pouvez le vérifier maintenant. Mais le Maroc, il met un article 30 et il l'annule
en disant voilà, vous devriez venir au Maroc et voter par procuration, ce qui est anormal. Pourquoi? Parce que la banque considère que les Marocains sur la binationalité sont des touristes et ils ne peuvent pas avoir un lieu de domicile, et donc ce Maroc perd beaucoup de... Alors cette intervention, donc, c'est comment légiférer des faits ex post, c'est-à-dire postérieurs à la diffusion des deepfakes ou là des fake news sur les réseaux sociaux, le streaming par exemple illégaux des films, des réponses à des textes juridiques qui n'existent pas et où ils sont le construit d'un chantier parlementaire qui n'existe pas. Parce que les parlementaires eux-mêmes, il y a 40% de gens qui sont illettrés. J'ai lu hier 57 députés au Maroc dans le Parlement sur 2 mandats de 10 ans n'ont jamais pris la parole, n'ont jamais posé la parole. Et monsieur le ministre avec lequel j'ai travaillé pendant 3 ans vous le confirme. Il y a des gens qui ne parlent pas pendant 5-10 ans. Et ça, qu'est-ce que vous voulez qu'un illettré, un analphabète puisse ajouter, et là vous ajoutez l'IA. Et c'est le problème du tiers-monde. Alors, il y a autre chose également, c'est que je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je le rappelle juste pour des raisons pédagogiques, le fake news est défini comme un élément médiatique, factuellement inexact, mais présenté par son émetteur comme ayant une valeur de véracité, une volonté d'expliquer, mais de tromper le récepteur ou le destinataire du message. Par contre, le deepfake, là, c'est la technologie qui est très sophistiquée, qui utilise l'intelligence artificielle pour créer du contenu, des vidéos, des audios, et de tromper les gens à partir des personnes existantes. Le deepfake peut se propager et devient extrêmement dangereux. Autre chose qui est très importante, c'est que l'intervention, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un résultat juridique qu'on cherche, ou encore moins judiciaire, parce qu'il y a plus de subjectivité dans le droit pour les législateurs qui ignorent l'évolution des sociétés numériques et l'intelligence artificielle, l'automatisation et la G5, mais les avocats, ils ont une objectivité, mais incertaine, parce qu'ils ont une vocation de faire des interprétations extensives ou restrictives de la loi, des textes de loi. Si le sport, la jurisprudence, autre chose, si le sport de masse et le sport de classe, la culture digitale des masses médias, l'information ou la désinformation sont aujourd'hui au cœur de l'industrie économique mondiale du sport, avec les nouvelles technologies, les nouvelles sociétés ludo-sportives, avec 4-5 milliards de téléspectateurs qui regardent des matchs vedettes à la télévision en temps réel par des télévisions satellitaires. Par contre, le numérique, l'IA, le G5, les réseaux sociaux vont bouleverser la pratique de la diffusion instantanée par les deepfakes, les droits de l'image, les fake news, le streaming illégal et les contenus qui peuvent être générés par l'IA. J'ai même pas commencé. Voilà. En tout cas, la civilisation du livre est complètement dépassée par la civilisation du chiffre, du numérique. Donc, et là, ça touche l'iconographie qui est représentée par des images, des dessins, de l'audio, le visuel, les graphiques, les photos, les affiches, les caricaturales, la publicité, la civilisation de l'alphabet et les lettres est biodégradable face à la puissance des sociétés de type numérique. 5 minutes. أنا شو نسيت أنا تحسب لي الوقت وآخرين يسرعوا يسيبوا. On se connaît. Bon, alors, je vais y aller. Il met la pression. On saute dans ça. Alors, donc, Henaya, je saute toute une partie, c'est pas grave. Au niveau du droit international, je prends les 5 minutes, il y a ce qu'on appelle le droit d'expression et la communication politique. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'article 19. Liberté d'expression, devoir de recevoir et diffuser l'information. Il y a le pacte international relatif aux droits civils et politiques, c'est aussi l'article 19.
liberté doit être encadrée par le respect des droits d'autrui, l'ordre public et la sécurité. Alors les droits d'auteur, c'est l'UNESCO qui parle en 2005 sur la diversité culturelle avec les conventions de l'OMPI. L'OMPI, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la protection également des œuvres sportives, artistiques, culturelles et des sports numériques, des supports numériques, pardon, et le sport est lié à la diffusion des images. Vous avez les grandes instances de la CIO, CIO c'est le comité olympique, la FIFA qui impose des règles très strictes sur la protection des images des athlètes, l'interdiction d'utiliser commercialement sans autorisation et la lutte contre la diffusion illégale d'événements sportifs. Autre chose qui est très importante, c'est la loi du 15 février 2009 sur la protection des données personnelles. Et là nous avons la reprise, comme en France, via le CNDPE, la Commission nationale de protection des données. Vous avez le consentement obligatoire sur l'usage de l'image et de ces données, la culture de la propriété intellectuelle et numérique, c'est la loi 2.00 qui est promulguée le 15 février 2000, relative au droit d'auteur et du droit de voisin. Alors les droits de voisin, pour ceux qui ne sont pas juristes, c'est les producteurs qui interprètent, c'est de façon indirecte, c'est les producteurs, les écrivains, ceux qui font le contenu, les perchistes, les photographes, etc. Et il y a une lutte contre le piratage et le streaming illégal. La rémunération également équitable de l'ensemble des artistes, le sport et le droit de l'image. C'est la loi 3009 adoptée en 2010 relative à l'éducation physique et au sport et qui vise à moderniser la gouvernance sportive des fédérations, professionnaliser les clubs en les transformant en sociétés sportives. Et ça, c'est très important. Il y a également encadrer les fédérations, professionnalisation des joueurs et le droit des sportifs. L'image des sportifs ne peut pas être exploitée sans autorisation écrite et les éléments sportifs sont protégés juridiquement avec des logos, les retransmissions, etc. Conclusion. Bon, voilà, je fais tout de suite la conclusion. On est dans un paradoxe culturel, juridique, au niveau des sociétés du tiers-monde. Pourquoi? Parce que cet exposé ou cette intervention risque de déconcerter les politiciens, les législateurs qui, eux, réfléchissent, pratiquent, gèrent politiquement des décisions juridiques, mais ils n'ont pas de vision. Par contre, il y en a d'autres qui travaillent sur la vision future en alliant un pays par rapport à la mondialisation. Car l'image et aujourd'hui, la photo, la numérisation et la mondialisation, ils n'ont pas de frontières, ni juridiques, ni économiques, ni politiques. La mondialisation et la numérique cassent tout, détruisent tout. Rien ne lui est sacré. Ou vous vous adaptez, et marhaba, si vous ne vous adaptez pas, vous êtes biodégradable. Et donc les chercheurs... Mais pas biodégradable, Dégradable sans bio. Voilà, alors les chercheurs, eux, ils ont une vision. Ils travaillent sur des sujets qui touchent la mondialisation, car aucun pays n'est considéré comme un îlot, mais ils n'ont pas le pouvoir. Et le professeur Dogan, Assidigo, qui est le prix Nobel de 2024 en économie, il faut, et l'avenir est d'intégrer l'ensemble des binationaux qui relèvent les compétences, la professionnalisation, les talents sportifs. Il y a aussi des talents de type élitaire. Malheureusement, la démocratie, je dirais, la démocratie doit être pour tous. Et la méritocratie pour chacun. Mais dans le pays du tiers-monde, on trouve plus la médiocratie que la méritocratie. Je vous remercie. Oui, la victoire. Vivement donc, parce qu'il y a le e-gouvernement, il y a le e-commerce, vivement la e-gouvernementalité ou la e-gouvernance. Ben, on ouvre la discussion à la salle. Façon simple, peut-être certains diront simpliste. Pendant l'intelligence artificielle, l'être humain il crée des choses qui lui explosent entre les mains. Justement, c'est une calculette 2.0. Et c'est vrai que, bon,
Et puis aujourd'hui, je pense que pourquoi pas nous raisonner d'une façon simple, parce qu'aujourd'hui, il y a de tout temps, les gens ont écrit des articles, ont fait des émissions de télévision, des films, des pièces de théâtre. Les gens, finalement, les réseaux sociaux, c'est-à-dire il y a beaucoup de moyens d'expression. Et les réseaux sociaux, ça n'est rien d'autre que des canaux. C'est vrai qu'avant, il y avait un téléphone à la maison, et puis maintenant, chacun a son portable. Avant, il y avait la RTM, il y avait une télévision d'État. Aujourd'hui, chacun peut posséder une chaîne. Et finalement, comme Moulinex ou Moulinox, il a été... Finalement, l'État est sévi. C'est-à-dire que les lois existent. C'est-à-dire que finalement, il faut simplement s'adapter. C'est-à-dire que si quelqu'un... Il y a un arsenal juridique. Il suffit de taper sur la diffamation, sur les fake news. Bon, l'État, il faut qu'il s'adapte à toute cette histoire. Et finalement, rien n'a changé. Finalement, sinon, il n'y a qu'une accélération des choses. Et finalement, on peut déjà appliquer l'arsenal politique. Évidemment, cette instance, l'État, le régulateur, il doit taper sur ceux qui disent de la médecine. Ben, il faut les attaquer, il faut leur taper sur les doigts. La Chine, elle a carrément légiféré, finalement, elle a carrément empêché les gens, et finalement, déjà l'arsenal juridique est existant, on peut déjà l'utiliser sans se prendre la tête avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, l'intelligence artificielle, c'est une calculatrice qui accélère, mais elle ne va pas remplacer le journaliste, elle ne va pas remplacer... Finalement, il faut s'adapter, et puis les gens ont peur, on n'a rien vu. Donc il n'y a pas de question là. Non, alors la question c'est pourquoi ne pas considérer, pourquoi se prendre la tête, pourquoi ne prenez pas les choses d'une façon simple et simplement dire que l'État doit simplement s'adapter tout simplement. Ici, il ne s'est rien passé, moi je dis qu'il ne s'est rien passé. Encore 2-3 questions, après... Ma question est simple, parce qu'il faut protéger quand même nos enfants contre le malheur de ces réseaux sociaux. Et je pense qu'à l'école, on doit avoir 1 heure par semaine de formation à tous nos jeunes pour qu'ils soient avertis du danger de certains réseaux et de certaines plateformes. Ça, c'est le premier point qui est très important. Néanmoins que les réseaux sociaux, ils ont permis une communication beaucoup plus facile et qu'ils ont permis LinkedIn, toutes les relations internationales. Et notre pays n'est plus isolé, et aucun pays n'est isolé maintenant. Il y a même des partis politiques qui se sont formés sur les réseaux sociaux, aux États-Unis, en Italie, tout ça. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est comment les enfants, surtout les enfants, moi les adultes, ils regardent ce qu'ils veulent et ils sont assez grands pour disséquer, pour voir et prendre l'utile et jeter le reste. Mais les enfants sont vraiment fragiles et c'est ça qui m'inquiète moi. Merci beaucoup. Merci. J'étais en train de zapper à la télévision un vendredi, il y a 15 jours, j'étais malade, et j'ai vu une Khotba d'El Jamaa qui parlait des réseaux sociaux. J'étais étonné. Je me suis dit, comment on parlait des... Et je vous assure qu'il a parlé des réseaux sociaux, des dangers des réseaux sociaux, et tout ça. Et ça, c'est une sensibilisation aussi qu'on doit faire à tous les niveaux, la radio, la télévision, partout, pour sensibiliser les gens sur ces sujets. Merci. La première, c'est par rapport aux lois qui... Oui. J'ai suivi de manière assise. Est-ce que les lois ne devraient pas, parce qu'on a parlé du cas du Danemark, être quelque chose qui induit un meilleur comportement du citoyen? Donc là, je me mets un peu en porte-à-faux par rapport au fait qu'on veut être dans la répression, mais peut-être qu'on peut réfléchir en prévention, en sensibilisation, pour avoir un cadre qui induit un comportement qui soit meilleur, qui va permettre d'éduquer notamment
l'intervenant avant a parlé justement d'éduquer nos enfants et d'avoir un cadre qui soit plus préventif et éducatif. Et ça me paraît assez important. Deuxième question, concernant le journalisme, vous en avez parlé pour exprimer justement cette idée de suivre les tendances grâce à l'IA. J'aimerais aussi qu'on n'oublie pas aussi cet aspect de se dire que la presse d'une manière générale et les journalistes ne doivent-ils pas aussi, j'ai envie de dire, éduquer, inciter, provoquer le débat et pas juste suivre les tendances. Parce qu'à suivre les tendances, peut-être que vous avez parlé justement de standardiser l'information, mais on risque aussi de standardiser les débats et l'opinion, j'ai envie de dire, l'opinion publique. Et enfin, le dernier volet concerne justement l'intégration de la diaspora. Et effectivement, moi, ça fait 10 ans que je suis rentré au Maroc, que j'ai beaucoup travaillé dans le secteur éducatif, l'enseignement, la formation. Et ça me tient à cœur, justement, de comprendre la difficulté d'intégrer les compétences au Maroc qui existent, j'ai envie de dire, chez beaucoup de Marocains du monde, au service, justement, d'un Maroc qui, pour moi, a une place tout à fait particulière aujourd'hui, avec des enjeux qui sont de niveau mondiaux, et sur lesquels, à mon avis, on ne peut pas compter uniquement sur les ressources locales pour saisir tous ces enjeux. Pardon. Merci. Vous répondez à 3 ou 4 questions. Mais quand il n'y a pas d'environnement ici, pour pouvoir poursuivre, nous ne poursuivrons jamais. Monsieur le ministre, là, quand il était dans l'enseignement, ils ont fait des efforts, ils ont amené des gens et ils sont rentrés. Alors comme il n'y avait ni l'accueil n'était pas prêt pour pouvoir faire ça, on ne pouvait pas le faire. Et une deuxième question relative à la première intervention, c'est pour essayer de, comme l'exemple de Moulinex, essayer d'arrêter. Je ne pense pas que c'est un phénomène international. En rentrant, on arrive à voir des choses qui dépassent carrément ce que disent. On commence à dire non, notre loi, notre situation en tant que musulmans, on ne doit pas faire ça. Les gens vont regarder des choses qui sont beaucoup plus en avance par rapport à ce que a fait Moulinex. Je pense que quand on essaye de faire des lois comme ça, on risque quand même plutôt, si on suit l'exemple de l'Iran et tout ça, on risque d'être des dictateurs plutôt qu'autre chose. Merci. زين نرجع لهذه النقطة الأخرى. أنا بغيت نكون شوية براغماتي وعملي وخديت بعض الأمثلة اللي من باب الاستئناس في هذه التجارب اللي قلت ديال الدنمارك ولا ديال الصين وقلت بأن الوضع ماشي rien ne s'est passé. Je partage pas votre avis cher ami. خديت هذاك مثال لأن ولا المجتمع كاين اللي تيقول لك في هذه النازلة اللي هي غير مثال كاين أمثلة أفضل منها على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. كانت واحد الواقعة إلا في لو تور دي موند جو نسي با سي فو فو رابيلي ديال لارناك دو فو براد بيت دار وحدة 830 مليون أورو ولا دولار. ما غاديش ندخل في التفاصيل. أنا هذا قلت غير بغيت جو فودغي إليستري مون انترفونسيون باغ دي كا بيان ديتيرميني. ما عندناش القانون. دابا الإخوان الأستاذ رادوا على بزاف ديال القوانين ولكن أنا ملي كنقول فراغ في هذا المجال تحديدا ما عندناش. ملي كتوقع شي واقعة كنلجؤوا لبعض القوانين وحدة أخرى. هاد التهم اللي كاينة كتدخل في خانة ديال التجار بالبشر كنمشيو للقانون 27/14 ديال التجار بالبشر. كتوقع شي حاجة للنساء العنف الرقمي ضد النساء كنمشيو لواحد القانون اللي كي ديال 103/13 ماشي التحرش عفوا العنف ضد المرأة الرقمي ضد النساء وضد الفتيات. كاين اللي تيقول لك اودي هذا الزجر راجع متاخر ومزيان وهذه الطريقه الوحيده اللي غادي نوضعوا حد
لهذه الممارسات المنحرفه وكذا واللي كتقيس القيم ديال المجتمع وكذا وكذا وكذا. كاين امثله اخرى، كاين راي اخر في المجتمع تيقول لك اودي لا، هاد المقولات ولا هاد الفيديوهات ولا هاد الافكار ولا هاد التمثلات ما يمكننا نحاربوها الا بافكار مضاده وتمثلات مضاده، لان الاصل هو الحريه ديال الراي، الحريه ديال التفكير. هذا واحد الاستاذ مشهور في فاس، استاذ احمد شرف، سوسيولوج، كيدافع على هذه وجهه النظر. بون خاص الانسان العاقل او لو ليجيسلاتور، هنا غادي ندير اون نيونس، راه ليجيسلاتور استاذ راه ماشي غير كيجي كيدير مشروع قانون ولا مقترح قانون، مقترح قانون، مشرع كيدير مقترح قانون. الحكومه هي اللي خصها تكون مسؤوله، وزاره من الوزارات او تخلق هيئه من الهيئات اللي جو ميكسكوز. الا كاينه الهيئه ما عندهاش قانون خاص بهذا الشيء اللي كنتحدثوا عليه، الهيئه العليا للسمع البصري ما كانش ما كاينها. شنو يعطيني اخرى مكلفه لاجونس ديفلوبمون ديجيتال في لوبجي ديالها سوسيال. لوبجي سوسيال ديالها سوسيال. دوني موا لو نيميرو دو لا لوا كي يجي سا. عندناش قانون. C'est un daïr, je vais le trouver, je vais te le donner. Bon. Bon, Malina, je passe. La tendance اللي كاينه وحنا يمكن نكون شي شويه ما غاديش نقول تنحلموا ولا هذا، وما غاديش نقول غير نو سي باسي، لا سي وطيح الفاس فوق الراس. عاد نقولوا راه ديجا بداو لي ديغا وتبعت الضحايا وهذا. النظرة شمولية استراتيجية لحمايتنا جميعا مستعملي السوشيال ميديا وخاصة الأطفال والمراهقين، بتشريع اللي تكون مسؤولة عليه قطاع من القطاعات الحكومية أو هيئة من الهيئات الحكومية اللي كتوضع واحد المشروع قانون. أنا اللي في علمي كانت واحد المسودة دارت شي يامات ان افون بروجي، وبداو بعد الملاحظات والانتقادات وهذا الى ديسباري دو لا سيركيلاسيون جوسكا بريزون. Je suis bien ce qui se passe au Parlement, j'en ai passé 15 ans. Je sais comment ça se passe. Agence de développement et du digital, c'est la loi 61-16, bulletin officiel 6604. Que dit-elle? Que dit-elle? 61, pardon. J'apprends des choses avec toi. Oui, 61. 61-16. 16. Que dit-elle? Officiel. Pas blati. Le bulletin officiel 6604 du 14 septembre 2017. En principe, cette agence a le plein pouvoir pour organiser, développer, donner conseil à tous les départements ministériels pour mettre à plat carrément tous les problèmes de la numérisation au Maroc. Qui dit à plat, donc y compris le volet juridique. Qu'en est-il des résultats? ما ندخلوش في هذا الشيء مزيان. معليش اللي تيبان لي انا شخصيا راه كاين المسؤوليه اللي تنقول مزيان نصحوا لبعضنا بعض. كاين التربيه والتعليم، ليديكاسيون، لانستركسيون، خاص يدخل في البرامج والمناهج التعليميه ديالنا هذا المستجد اللي ما كانش. ومن طبيعة الحال خص التعبئة ديال المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التوعية ديالها بالمخاطر اللي كيشكلها هذا الفضاء الرقمي على الناشئة ديالنا وعلى المستقبل ديالنا. ميرسي. ما ديراش خدمتها هاد لاجونس. C'est la responsabilité de qui s'il ne fait pas son travail, cette instance. Premier ministre. Je voulais répondre d'abord au monsieur au fond de la salle. Vous avez dit que l'IA ne remplacera rien, ne remplacera pas une pièce de théâtre ou une émission de télé, etc. Mon ami Aziz Daouda,
qui fait des chroniques, etc. etc. Il m'a envoyé une vidéo la semaine dernière, 100% intelligence artificielle, avec sa voix, une présentatrice, on croit qu'elle est réelle, qui te l'a envoyé à toi. Une émission de télé où elle présente. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons avec nous le professeur Aziz Daouda. C'est sa voix, son image. Et après, lui, c'est sa voix, c'est son image, etc. C'est exactement. Et puis, ce sont ses idées qu'il développe depuis tout temps, etc., etc. Donc, bon, après, on s'aperçoit que, en fait, il y a quelque chose de fake, parce que l'image, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas. Mais, de prime abord, moi je pensais que c'était réel. Et après, j'ai mon technicien qui s'occupe du digital chez nous, il m'a dit non, attention, Lino, non, c'est pas. Regardez bien, c'est l'intelligence artificielle, mais de prime abord, vous pensez que c'est réel. Vous pensez que la présentatrice existe, elle est là, elle est dans une chaîne de télé. Pour la standardisation, bon, c'est sûr qu'il y a le risque de standardisation je dirais, du traitement des informations, mais l'intelligence artificielle, elle va vous aider déjà. Par exemple, je sais pas, il y a un match, un penalty. Penalty. Bon, la moitié du pays dit à penalty, l'autre dit non, etc. Déjà, elle peut vous dire, attention, il y a seulement 70%, 80% qui disent qu'il y a penalty. Ou elle va dire, attention, pas penalty, il y a quand même 60% de personnes qui disent qu'il n'y a pas penalty. Et donc, en fonction de ça, on peut déjà avoir une idée. Donc, et ça, c'est bon pour les transferts, c'est bon pour... Là, par exemple, en ce moment, en Italie, le gros truc, c'est quoi? C'est une société qui a offert $1 milliard à la Juve pour acheter la Juve. Alors maintenant, tout le monde se dit, est-ce qu'elle va céder? Est-ce qu'elle va vendre? Elle ne va pas vendre? Non. Et au lieu d'aller, je sais pas, ça prend beaucoup moins de temps que d'aller sur tous les réseaux, voir les réactions, tous, parce qu'il y a des milliers et des milliers, pour dire des centaines de milliers de réactions qui disent ils vont vendre, ils vont pas vendre, etc. L'intelligence artificielle, déjà, elle peut vous faire un screaming, vous dire, bon, il y a 80% des gens qui pensent que ça ne tient pas debout et que la Juve ne va jamais vendre. Donc, ça peut vous aider, hein, ça peut vous aider. Après, c'est le journaliste. Hein. C'est le journaliste qui, lui, va traiter le papier et l'information. Vous pensez qu'il y aura des signatures IA, comme la vôtre? Ah oui, oui, c'est possible aussi. C'est possible. Bah, écoutez, aux États-Unis, il y a déjà des livres, des romans qui sont 100% IA. Ils mettent sur la page là, il y a écrit généré par intelligence artificielle, ce sont des romans. Vous savez, on a donné à l'IA 100 tableaux de Picasso. On lui a demandé d'en faire un. Elle a fait un bon Picasso, puis elle en a fait 10. Mais à partir des 10 qu'elle a faites, elle en a fait un. Il était médiocre. Et à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque étape, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'IA finalement, c'est un parasite. Oui, c'est vrai. C'est un parasite et l'IA livrée à elle-même, elle périclite. C'est-à-dire qu'elle a toujours besoin de l'homme, le créateur. Voilà. Ah, c'est sûr. Parce que finalement, qui a créé l'IA? C'est l'homme. Qui a créé l'ordinateur? C'est l'homme. C'est tout. Alors la majorité des gens, quand on lit l'ensemble des textes des réseaux sociaux, interdisent à leurs enfants de prendre le téléphone. Jusqu'à 15 ans, ils n'ont pas le droit de prendre le téléphone. Ce sont les créateurs qui conseillent que ça rétrécit le cerveau avec les recherches qui ont été faites dans un certain nombre. Et puis, la deuxième chose qui est très importante, il y a, je ne sais pas si vous l'avez lu, Alexandre, un médecin qui est Alexandre Laurent, qui est un neurologue, mais il s'est spécialisé dans ce type de domaine. Et pour lui, l'IA, il passe à la télévision française, etc. Il écrit 3 ou 4 bouquins. Et pour lui, les diagnostics médicaux sont facilités par exemple, quand il prend les radios, la lecture est tellement parfaite en quelques secondes que le métier de radiologue risque de disparaître. Il a joué. Bon, lui, c'est ça, bien. Deuxième question, comme ça je reste court. Deuxième question sur la diaspora. Alors, comment dirais-je, pour la diaspora, ils ont pris conscience dans les générations futures
les générations, les nouvelles générations 4e et 5e, ils se regroupent. Aujourd'hui, nous avons 35 pays qui se regroupent. On a donc une charte qui est à Paris, les États-Unis, Hong Kong, un peu partout. On est 4500. La société a été créée donc à Paris. Et on a une petite... Parce que là, vous le savez, dans la Constitution, l'article 16, 17 et 18 donne la possibilité aux Marocains de voter de leur lieu de domicile, tel qu'il est au niveau international, et repris même les articles de la Révolution française 1789, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils ont repris les mêmes articles. Je les ai vérifiés moi-même. Bien. Et malheureusement, le Maroc, comme les autres, mais la Tunisie, elle le fait, oui, la Mauritanie, l'Algérie également, la France, enfin tous les pays le font. Sauf le Maroc qui demande aux gens de voter par procuration, alors qu'ils n'ont peut-être pas de domicile. Alors la question qui s'est posée, à partir de ces articles, il y a le vote qui s'est passé dans le Parlement, qui est anticonstitutionnel et que la Cour constitutionnelle a laissé passer, parce que sa fonction c'est d'être gardienne. Qu'est-ce qu'elle a laissé passer? Un vote qui s'est passé, on a indiqué la date, le 19-3 mars 2002, où ils ont voté contre la participation politique et la représentativité parlementaire au Parlement. Donc, le gouvernement de la Khenouch, 244 contre 7 de 2022. 2022. Pardon, je me suis trompé. J'ai gagné dans le désordre. Donc, 244 ont été contre, 7 étaient neutres et 18 étaient pour. Alors, la majorité des gars du diaspora, les binationaux, partent. Et ils viennent, ils font un essai, mais ils n'arrivent pas à s'adapter avec cette espèce de culture. Et là, ça m'a fait rappeler Pasteur. Pasteur, qu'est-ce qu'il disait? Une superbe phrase qu'il a laissée. Il dit, quand vous avez un très beau projet dans la vie, il est prophétique, il est angélique. Lorsque vous le lâchez et qu'il vienne pour que vous le fructifiez, il faudrait un terreau pour le recevoir, un terreau hospitalier. Et c'est là, s'il tombe dans l'asphalte, ben il est biodégradable, ou non dégradable. Mais s'il tombe sur des cerveaux et des neurones qui sont capables de le recevoir, le projet va fleurir. Parce que même une fleur, elle est dans le comment on appelle ça, dans le terreau qui lui convient. Alors la deuxième chose qui est très importante, entre le marketing et le marketing, ça c'est très important, c'est-à-dire dévier la loi alors que la Constitution est en clair. Le roi nous a donné une possibilité extraordinaire. Il a ouvert une tire de fenêtre. Il a parlé dans le 19 donc août 2025, donc c'est le mois d'août, dans le Conseil des ministres, qui est présidé par lui, pas le Conseil du gouvernement, présidé par lui. Il a dit, si quelqu'un, maradish, si quelqu'un n'est pas satisfait, content des lois, et il a parlé de ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. L'arabia qui se met il y a la Dustoria. Ça veut dire quoi? Nous avons aujourd'hui, les Marocains et les binationaux, d'écrire à la Cour constitutionnelle, parce que dans ses compétences, ça n'existait pas. Elle s'occupait des élections, elle s'occupait des ministres, des premiers ministres, des présidents de parlement, du roi lui-même. Lorsqu'il y a un daïr ou des décrets ou la hada, il passe s'il est conforme avec la Constitution. Aujourd'hui, il nous donne la possibilité de lui écrire. Et c'est ce que nous faisons. Donc la semaine prochaine, le courrier va partir. On a fait un mémorandum pour dire, je vous donnerai tout à l'heure les références. Voilà. Alors, maintenant, juste la loi 61-16 جات ديريكتومون الاي اي ورجعت لهذا هذاك القانون دار لاحداث الوكاله ديال التنميه الرقميه لا دي وهي تابعه للوزاره ديال الانتقال الرقمي. شنو هي المهام ديالها؟ ماشي اللي علاش دويت قبيله عندنا فراغ ما عندناش اللي
يناقش واللي يحط الجرح. شنو هو السوشيال ميديا اللي عندنا، شنو هو القنوات، شنو هو لي تريبين الكترونيك، شنو هو كذا، شنو هو كذا المنصات اللي كاينين ولا هذا. ها الممارسه كيف كاينه اللي تخرج على ضوابطها، العقوبات اللي كنص عليها. هذا هو اللي كنقصد انا، تقنين هذا المجال الفضاء الرقمي ما عندناش. هاد لاجونس تابعه لوزاره الانتقال الرقمي. شنو الغرض؟ لضمان تنفيذ استراتيجيه الدوله في المجال الرقمي وتطوير الاراده الرقميه وسد الفجوه الرقميه والعمل على الابتكار كذا كذا. الفجوه الرقميه. Bonsoir. Abdelhadi Nourdine, ex le matin 1980, puis l'opinion 1992. Juste une petite parenthèse au sujet de l'intelligence artificielle. Je suis venu un petit peu en retard, je m'excuse. Donc, pour moi, il y a aussi la question. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est de la triche. C'est de la triche. Parce qu'aujourd'hui, si on lisait les paradoxes de Belkahia, on lisait les points sur les îles de Nijib-Salmi, si on lisait Bel'Aïd, Feu Bel'Aïd, la photo est là. Aujourd'hui, on lit que du copier-coller. Il y a des journalistes qui font que du copier-coller. C'est pas sérieux ça. Il faut travailler avec sa tête. Là, ce sont des papiers à lire. Parce que si toi tu demandes à l'intelligence artificielle de rédiger un papier, je ne sais pas, n'importe quel type, il est là-bas, à Zagoula ou à Gadir, quelque part, il demande lui aussi à l'intelligence artificielle. Donc il faut un bon matin des recommandations, c'est là ma question, des recommandations pour le RUC qui fait ça, parce que le RUC, il est le temple du rugby, le temple le rugby, il y a aussi l'automobile et il y a le tennis. C'est un lieu à estimer. Merci. Un petit éclaircissement un peu scientifique. Donc, l'intelligence artificielle, je réponds à notre ami. L'intelligence artificielle va aider le monde entier. Et ça dépend de l'utilisation qu'on veut utiliser. Si c'est à bon escient, il n'y aura que des avantages. Si c'est mal utilisé, donc l'intelligence artificielle elle est liée à la digitalisation. Et depuis l'avènement de l'informatique, qu'est-ce que ça veut dire digitalisation? Au lycée, on nous a enseigné les relations binaires, 0 et 1. Donc, vous vous rappelez comment on avait la télé? La télé, c'était gris. Il n'y avait que du noir et du blanc. Bon, avec le développement scientifique, et surtout le Silicon Valley qui travaille d'arrache-pied, donc il y a eu ce qu'on appelle les échelles de gris. Entre 0 et 1, en mathématiques, c'est infinitésimal. Et puis il y a eu l'avènement de la télévision couleur. Et puis, il y a encore plus la netteté des couleurs. Donc vous avez le HD et le HFD. Alors, donc l'intelligence artificielle ne peut que nous aider. Cela dépendra comment on doit l'utiliser. Il y a toujours des brebis galeuses dans tous les dollars. Donc c'est à nous de faire la part des choix. Qu'est-ce qu'on veut faire? Les gens, ils travaillent, ils utilisent, ils sortent des lois, comme a dit notre cher ami les Danois. Ben, le Danemark, c'est un petit pays. Regardez comment leur enseignement, leur collège, leur université. Donc, cela incombe à nos élites, entre autres, vous, professeurs, dans les domaines de recherche, les parlementaires, d'instaurer des lois et d'inciter le Parlement et les ministres, entre autres notre illustre César Ouali. À qui on va donner la parole justement. Voilà. Donc,
ça dépend de nous. Et je réponds à une autre question, bon, pas une autre question, mais un éclaircissement qui a été apporté par notre grande banque de data, c'est l'Inovaco. Il y a eu l'avènement. Mais il est close, il n'est pas open. Oui, non. Parce qu'il ne distribue pas. Il faut l'écouter le matin, à 7h30 du matin. Qu'est-ce qui sort? Que du miel. Donc, il y a eu l'avènement de l'image. Offside, penalty, non penalty. Maintenant, la machine qui tranche, c'est pas l'arbitre. L'arbitre, il a des émotions. Hier, dans le match Maroc-Jordanie, l'arbitre, il a signalé le but, mais l'arbitre d'hors-jeu, la touche, il a signalé hors-jeu. Et quand on s'est référé à la machine, ils ont dit que c'est un but. Donc c'est du gagné. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, mais par contre, il faut y travailler et porter des solutions. Un commentaire, si vous permettez, je n'ai pas de question. En fait, aujourd'hui, je peux dire que l'intelligence artificielle, elle est bénéfique, mais elle est aussi dangereuse. Et elle est très dangereuse. Et le gros problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut avoir de l'intelligence naturelle pour pouvoir utiliser l'artificiel. Or, malheureusement, cette intelligence naturelle est en train de disparaître de plus en plus, au profit d'une machine qui, en fait, est alimentée par l'être humain. Et lorsque la data, et Lino en a parlé tout à l'heure, lorsque vous avez une data qui est fausse, elle est reproductible tout le temps. Et donc, aujourd'hui, par exemple, on vit ce phénomène en particulier dans l'industrie pharmaceutique, où on gagne beaucoup de temps pour la création des nouveaux médicaments, parce qu'on n'a plus besoin aujourd'hui d'aller faire un certain nombre de tests, parce qu'il y a des datas. Mais si une de ces datas est fausse, vous avez un médicament qui va devenir nocif. Et donc, c'est un énorme problème l'intelligence artificielle. Le deuxième exemple, c'est que l'intelligence artificielle, par exemple, aujourd'hui, on lui a donné 142 000 images du mélanome malin, qui est une tumeur maligne de la peau. Et elle sait reconnaître, mais à 98%. Si je ne suis pas d'accord que c'est malin, et que je traite comme n'étant pas malin, et qu'en fait, il s'avère que c'est malin, on va me dire pourquoi tu n'as pas suivi la machine. Inversement, si je prends la décision inverse, c'est-à-dire je suis la machine et que ce n'est pas malin, on va me dire pourquoi tu as suivi la machine. Et donc ça pose un problème énorme. Et aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, les textes ont dit que l'on est responsable de la décision, même si elle est inspirée par une machine. Et donc ça ne peut être qu'une aide à la décision. Troisième problème, c'est qu'aujourd'hui, avec cette technologie, vous avez par exemple un très grand ami à moi à Strasbourg, chirurgien, qui a opéré une vésicule de Boston à Strasbourg. De Boston à Strasbourg. Il appelait d'ailleurs l'opération Lindbergh à la mémoire du premier transat. Et s'il y a un problème lors de cette intervention, vous poursuivez le fabricant du matériel, ou l'hôpital qui a acheté le matériel, ou le chirurgien. Et si vous poursuivez le chirurgien, vous le poursuivez selon la loi américaine ou selon la loi française, qui ne sont pas les mêmes. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est que la technologie va beaucoup plus vite que la législation. Il est impossible de légiférer en termes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, pour ne pas trop parler, je vais vous dire que moi, quand je parle d'intelligence artificielle dans mes conférences, aujourd'hui, la meilleure façon, c'est d'apprendre à nos étudiants de critiquer l'intelligence artificielle. C'est ce que j'appelle la métacognition. Et donc, si aujourd'hui, vos étudiants peuvent critiquer l'intelligence artificielle, de là, il va la maîtriser. Et il va bien l'utiliser. Et donc, tout le problème aujourd'hui est un problème qui est au niveau de la formation. Et cette formation doit se faire dans l'utilisation pragmatique de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne peut pas légiférer ni contre ni pour, parce qu'elle est là.
faut faire avec, mais il faut donner et armer les étudiants avec tous les moyens et les outils qui lui permettent de maîtriser cette intelligence artificielle et de là à l'utiliser avec intelligence. Et ça, c'est très important. Je reviens juste sur un point très rapidement. Tu as dit que, Appletef, tu as dit que l'intelligence artificielle en termes de radiologie, quand l'image est statique, quand vous avez une image mobile, l'intelligence artificielle peut poser des problèmes. Je donne un exemple. Dernièrement, j'ai fait faire une coronarographie à quelqu'un de la famille. Et dans cette coronarographie, il a ce qu'on appelle un pont myocardique. C'est-à-dire que l'artère coronaire, elle rentre dans le muscle cardiaque sur à peu près 1 centimètre et elle ressort. Donc il y a un pont. Chaque fois que le cœur se contracte, il ferme l'artère. Quand il se décontracte, il l'ouvre. Quand il se contracte, elle est fermée à 95%. L'intelligence artificielle n'a vu que ça. Il lui a dit, il faut vous faire opérer tout de suite, sinon vous allez mourir dans l'heure qui suit. Il y a un problème. Parce que l'intelligence artificielle va aller, parce qu'on lui a dit qu'à 95%, il y a un risque. Mais on ne lui a pas dit que le 95% dans un mouvement qui est cinétique et rapide, ce n'est pas quelque chose. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut l'utiliser avec intelligence. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de complément d'information. Notre conférence prend fin. Je vous remercie, tous ceux qui sont venus. Oui. Je voulais ajouter un petit point. Alors, ce qui concerne l'initiation à l'intelligence artificielle, nous, on va laisser passer la canne, parce que d'abord, on est tous sur la canne. Et donc, avec les cannes. Après la canne, on aura une émission sur Radio Mars qu'on fera avec une grande multinationale, Concentrix pour ne pas la nommer, pour initier les gens justement à l'intelligence artificielle. Et attention, elle est là, mais voilà comment l'utiliser, des petits conseils pratiques, une fois par semaine, une petite heure, où on dira aux gens voilà, comment utiliser l'IA, comment vivre avec elle. Voilà. Je remercie de nos rencontres, Sarah Sarah, Monsieur le ministre, je remercie tous les amis qui ont participé à cette soirée. Et je vous invite à un petit thé à côté. Merci.